Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Au sommaire de cette édition du jeudi 9 mars, l'âge limite de l'apprentissage vient d'être repoussé à 30 ans dans la région des Pays de la Loire. Une décision appliquée au 1er janvier dernier qui vient conforter le sentiment des CFA ligériens, car de plus en plus de jeunes souhaitent se reconvertir avant 30 ans et accéder à ces formations professionnalisantes. Vie ma vie d'artisan, c'est le nom de cette expérience originale menée par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Vendée à l'occasion de la semaine de l'artisanat. Elle propose à différentes personnalités politiques du département de se glisser dans la peau d'un artisan pendant quelques heures. Enfin, nous irons à la rencontre de Gérard Comaillot, ancien maire de Moutier-les-Mauffais, qui s'est lancé dans l'aventure de l'écriture. Il a décidé de se raconter sa commune à travers son histoire en se basant sur ses souvenirs et les centaines de pages qu'il a griffonnées pendant ses différents mandats. On ouvre donc ce journal avec cette expérimentation. Comme dans 6 autres régions, les Pays de la Loire élargissent l'accès à l'apprentissage aux plus de 25 ans. Les différents CFA de la région ont constaté que de plus en plus de jeunes de 26 à 30 ans demandaient à accéder à ces formations professionnalisantes. C'est le cas notamment à l'Esfora de La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, les jeunes ne s'interdisent plus de changer complètement de voie et ce nouvel accès est aussi une bonne manière de lutter contre le chômage des jeunes. Pierre Delcieux. Élargir la limite d'âge de l'apprentissage jusqu'à 30 ans, une idée qui dans ce cours de pâtisserie est plutôt la bienvenue, d'autant que depuis quelques temps, la moyenne d'âge des élèves souhaitant se former à ce métier a tendance à s'élever. En clair, pour ce professeur, cette solution pourrait débloquer bon nombre de situations. Une jeune fille, par exemple, qui a un master de tourisme, qui souhaiterait véritablement, qui a fait 2 années de pâtisserie et complétée par une formation supérieure et qui se voit justement hors limite d'âge, c'est-à-dire hors limite de 26 ans. J'ai aussi le cas, par exemple, de jeunes qui ont eu un métier de boulanger, par exemple, qui ont pratiqué en tant qu'ouvrier et qui aujourd'hui souhaiteraient véritablement venir apprendre la pâtisserie. Sauf que c'est des gens qui ont 28 ans aujourd'hui. Et puis, on a des jeunes aussi qui souhaitent se reconvertir totalement. Et là aussi se voient atteints, malheureusement, de la limite d'âge. Dans ce centre d'apprentissage, on refuse chaque année des dossiers, car dépassant la limite d'âge de 25 ans révolue. Et pas uniquement dans le secteur alimentaire. Dans ce cours, ce professeur forme des jeunes de 15 ans et plus à l'entretien de machines agricoles. Avoir des jeunes plus âgés ne serait pas un mal pour cette filière, qui, selon les périodes, peine à recruter. On est sur une profession qui est très diversifiée en termes de matériel, en termes de technicité. Et c'est vrai que pour un jeune en formation, sur 3 ans, sur un bac pro, c'est énorme en termes de technologie. Le fait d'avoir une personne un petit peu plus âgée, il y a sans doute des choses qui pourraient s'acquérir plus facilement. En Vendée, plus de 50 000 personnes sont au chômage, toutes catégories confondues. Élargir l'apprentissage jusqu'à 30 ans dans certains secteurs qui ont du mal à recruter pourrait être une solution parmi d'autres. Ça peut être une des réponses au chômage chez les jeunes, dans la mesure où l'entreprise a besoin d'un personnel très qualifié aujourd'hui. Si le jeune ou moins jeune, au-delà de 25 ans, accède à cette formation par l'apprentissage, effectivement, c'est par l'apprentissage aussi un accès à l'emploi. L'apprentissage ouvert aux 26-30 ans est une initiative de la région Pays de la Loire, qui officiellement a pris effet le 1er janvier dernier, mais dont les modalités, notamment les secteurs d'activité concernés, restent encore à préciser. Et parmi les métiers accessibles via l'apprentissage, il y a celui de boucher. Depuis 2013, le regard sur le métier change grâce notamment à la starification de certains professionnels, mais aussi à la multiplication des missions culinaires. À tel point que le nombre d'inscriptions en CAP boucher a augmenté de 15%. Et pour récompenser les meilleurs apprentis dans ce domaine, il existe le concours du meilleur apprenti boucher de France. Ce lundi se tenait d'ailleurs la finale régionale de cette compétition à l'Esfora de La Roche-sur-Yon. Aucun Vendéen n'a raflé la première place, mais ce sont 2 jeunes de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire qui se qualifient pour la finale nationale qui aura lieu les 2 et 3 avril prochains à Auxerre, en Bourgogne. C'est très important de former, c'est sûrement l'avenir de nos métiers. Bon, si on veut avoir dans quelques années des repreneurs d'entreprise, il faut une formation. Moi je vois dans mon entreprise à l'heure actuelle, j'en ai 3 en formation.
entre les contrats professionnels, les CAP et les BP. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à notre métier par rapport à il y a quelques années. Parce que le métier de boucher n'était pas spécialement bien vu par rapport à la tenue. Ils ont l'image de boucher avec plein de sang, tout ça. Mais maintenant, c'est ce que disent nos jeunes, ils sont très propres, ils travaillent avec les cravates, ils sont bien habillés, les mêmes vestes. Le métier a beaucoup changé. On reste dans le domaine de l'artisanat puisque nous allons à présent parler de la finale nationale des Olympiades des métiers qui se déroulent en ce moment et jusqu'à dimanche à Bordeaux. 50 jeunes Ligériens sont inscrits, dont 11 Vendéens. Ils concourent dans différentes catégories comme les métiers de l'alimentation, du bâtiment et des travaux publics, mais aussi de l'industrie ou encore de la maintenance. Les lauréats seront ensuite invités à défendre leur discipline lors de la compétition mondiale des métiers organisée par l'un des 72 pays membres de la WorkSkills International. Cette année, elle se déroulera à Abu Dhabi du 14 au 19 octobre prochain. Et si toutes ces compétitions ont vu le jour, c'est véritablement pour mettre en avant les métiers manuels. Et justement, à l'occasion de cette semaine de l'artisanat, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Vendée a invité différentes personnalités politiques du département à se glisser au cœur du quotidien de ces entrepreneurs, apprendre les gestes techniques, le vocabulaire, mais aussi échanger sur les difficultés de ces professionnels. Un moment de partage qu'Élodie Pépin a suivi pour nous. Elle a rencontré Stéphane Ibarra et Cécile Barrault, tous deux élus au conseil départemental. Alors, il faut que vous le teniez un petit peu plus bas. Les gestes sont hésitants. Pour autant, l'envie de bien faire, elle, ne manque pas. J'ai remarqué le mouvement, oui. Mais à reproduire, c'est moins simple. Ouais. Ce matin, Stéphane Ibarra a quitté son costume de conseiller départemental pour se glisser dans la peau d'un fleuriste. Une immersion qui permet à l'élu d'appréhender le quotidien de cette chef d'entreprise. Les questions d'aménagement de centre-bourg, de comment est-ce qu'on fait pour donner un coup de main à l'artisanat, pour les épauler, c'est des choses qui sont presque continuellement dans nos débats. Donc je pense qu'après cette immersion, j'aurai un regard encore plus aigu sur les enjeux de l'artisanat et comment on peut être à leur côté. Car au-delà de cette expérience plutôt insolite qui met en valeur l'artisanat, l'opération vise également à créer du lien entre les élus et les artisans. Un lien fragile. Les politiques ont souvent l'image de privilégiés, coupés des réalités. Je trouve que la démarche est bonne, parce que du coup, voyez, on soulève des problèmes. Voilà, moi, j'ai l'impression qu'on ne regarde pas ce qui se passe chez nous. Et M. Ibarra, il dit, bah, si, c'est vrai que regardez, si aujourd'hui, on regarde ce qui se passe chez vous parce qu'on vient chez vous. Donc c'est super bien. Voilà, donc là, on est écouté à un moment donné. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Plus au nord du département, Cécile Barrault, autre élue vendéenne, joue elle aussi le jeu. Ce matin, elle accompagne un artisan chauffagiste. Il faut être un peu MacGyver parfois. Et il faut l'avouer, le bricolage, c'est pas forcément mon fort. Mais bon, ça va, la stagiaire s'en sort. Impeccable. Tout comme cet apprenti d'un jour, ils sont une dizaine d'élus vendéens à vivre la vie d'un artisan. Mais aucun n'a choisi son entreprise d'accueil. Les responsables politiques ont été répartis en fonction de leur canton. On a pris un choix d'élus qui pouvait être sur l'ensemble du territoire de la Vendée pour pouvoir couvrir tout le territoire, puisque sur le territoire de la Vendée, les différentes parties entre la côte, le bocage, le sud sont très diversifiées. Donc ce qui était important, c'était de voir la vie des entreprises, mais dans les différents lieux. Organisée pour la première fois en Vendée, l'opération Artisan d'un jour qui a démarré mardi se poursuit la semaine prochaine avec la participation notamment de 2 députés et d'un sénateur. Un rapprochement entre politiciens et entrepreneurs qui a aussi permis de faire passer des messages en ces temps de campagne électorale. Car comme vous le savez, l'élection présidentielle approche à grands pas, tout comme les législatives. À l'occasion du 50e congrès de l'Union départementale CGT de Vendée qui se tient jusqu'à vendredi, Philippe Martinez, secrétaire général du premier syndicat de France, était en Vendée ce jeudi. Il est revenu sur les grandes priorités du syndicat, à savoir l'abrogation de la loi travail ou encore la réduction du temps de travail. Et il déplore que les syndicats ne soient pas plus consultés par les différents candidats à la présidentielle. Pour l'instant, ce que je constate, c'est qu'aucun candidat à l'élection présidentielle
n'a contacté la CGT pour écouter la CGT, écouter ses propositions. C'est quand même, je crois qu'on doit être le seul pays au monde où ceux qui veulent être premiers dirigeants du pays n'écoutent pas ceux qui représentent la première centrale syndicale du pays. Donc voilà, donc rien ne me surprend, enfin si, il y a plein de choses qui me surprennent dans cette campagne. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle des problématiques des citoyens, des problématiques de ceux qui n'ont pas d'emploi, des jeunes, et qu'on arrête avec ces petits débats graves sur la situation des uns et des autres au niveau candidat, des petits règlements de compte dans les partis, quoi. Et à noter qu'une journée d'action nationale et interprofessionnelle est annoncée le 21 mars prochain par la CGT. Quels sont les liens entre un sportif et un chef d'entreprise? Ils sont plus nombreux qu'on ne le croit. C'était du moins l'objet de la conférence débat proposée ce mercredi soir à La Roche-sur-Yon lors de l'Assemblée générale de la CPME. Et on invitait très spéciaux les co-entraîneurs de l'équipe de France de handball, Didier Dinard et Guillaume Gilles. Il a été question de la motivation des joueurs pendant les championnats, de l'entraînement, du moral des troupes aussi, qu'il faut entretenir pour réussir à gagner les matchs. Autant de parallèles avec le monde de l'entreprise. Être coach, c'est gérer un collectif. Donc on se rend compte quand même qu'en entreprise, il y a énormément de similitudes. On parle de philosophie, on parle de stratégie, on parle de motivation. Donc au quotidien, c'est vraiment ce qu'on rencontre dans le milieu sportif. Et donc il y a énormément de similitudes. On a à gérer les énergies, gérer des individus. Donc on est sur le capital humain et le capital immatériel. C'est comment mettre en musique des personnes qui veulent collaborer, qui veulent avancer ensemble. Quelques mots de sport avec cette défaite du Haut-Glis ce mercredi soir. Les joueurs recevaient Anglet lors de la première manche des playoffs de Division 1 de hockey sur glace et ils se sont inclinés 3-4. Les Vendéens devront s'imposer ce week-end sur la côte basque s'ils veulent se qualifier pour les demi-finales. Et puis un mot du Vendée Globe, l'heure d'arrivée de Sébastien Destremaux se précise. Il est annoncé entre 15 et 18h ce vendredi après-midi et aura jusqu'à 18h15 grand maximum pour remonter le chenal et célébrer son premier tour du monde avec le public. Un moment intense et important pour le skipper Technofirst Face Océan qui aura passé tout de même 123 jours en mer. Mais avant cela, il se prépare à affronter une bulle sans vent à l'approche des Sables d'Olonne qui pourrait contrarier son avancée. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir dans de prochaines éditions. On reste sur la côte sablaise puisque ce mardi, les maires des 7 communes de la récente communauté d'agglomération des Sables d'Olonne dévoilaient leur toute nouvelle identité visuelle. Elle servira donc à la communauté d'agglomération mais aussi à la commune nouvelle des Sables d'Olonne qui verra le jour en janvier 2019. Grâce à ce nouveau visuel, l'identité sablaise sera bien marquée et les drapeaux, autocollants et autres outils de communication seront visibles dès les prochains mois dans les différentes communes. Un logo très symbolique que nous explique Yannick Moreau, président des Sables d'Olonne Agglomération. Le graphisme, c'est toujours un peu compliqué. Vous savez, les goûts, les couleurs, il y a du bleu pour l'océan, il y a du doré pour le sable et pour le soleil, il y a une écriture très maritime, et puis il y a une voile, une hélice, un mouvement, le S, le O, et surtout les 3 petits points de suspension qui permettent à chacun de s'approprier ce nom, parce que les 3 points de suspension sont évocateurs, chacun y met ce qu'il veut, il y a une suite après. Les Sables d'Olonne, c'est une destination, et donc chacun y place ses rêves, ses envies, ses objectifs. Bref, c'est une invitation au voyage. Et si l'identité d'une commune se construit autour d'un logo, donc elle se forge aussi à travers son histoire. C'est pour cette raison que Gérard Comayot, ancien maire de Moutier-les-Mauffais, a décidé de la raconter à travers un livre. Intitulé « À la découverte de Moutier-les-Mauffais », il retrace les origines de la commune, revient sur ses monuments phares, l'église ou encore les halles. À travers ses souvenirs et les notes prises de 1972 à 2014 lorsqu'il était élu, Gérard Comayot propose au lecteur un véritable bond dans le temps. Cyril Guillet l'a rencontré. Ça, c'était plutôt un cahier de préparation de réunion de conseil. C'est dans ces cahiers que Gérard Comayot a inscrit ses souvenirs et l'évolution de sa commune. Une page de l'histoire de Moutier-les-Mauffais qu'il a souhaité faire partager avec le plus grand nombre. Il est important d'écrire un certain nombre de choses pour qu'elles puissent rester, parce que la tradition orale, elle a un point faible, c'est qu'on arrange les faits, on arrange les choses, alors que tout ce qui est écrit
peut se transmettre de manière plus précise. À la découverte de Moutier-les-Maufais retrace l'histoire de la commune à travers les deux grands témoins que sont les halles et l'église. Mais la cité tire son nom du Moyen-Âge, car à l'époque elle accueillait 2 monastères. Alors où se trouvaient ces monastères? Ça reste une inconnue. Peut-être étaient-ils dans l'environnement de l'église, mais peut-être étaient-ils aussi dans l'environnement des halles, puisque dans des caves voûtées près des halles, on a retrouvé des squelettes qui étaient posés les uns à côté des autres. Et donc il laisserait supposer qu'à cet endroit-là, il y avait un monastère ou quelque chose de ce genre-là, quoi. L'église romane Saint-Jacques, érigée en 1180, fait écho à l'existence de ces 2 monastères. Son clocher, lui, est plus récent et a été réhabilité en 1868. Contrairement à de nombreuses localités qui se sont développées autour de leur église, Moutier s'est développé autour des halles et les 2 cadastres, le cadastre primitif et le cadastre napoléonien, montrent bien ce développement. Ces halles, telles qu'on peut les admirer aujourd'hui, ont été construites en 1765, mais elles ont succédé à des halles plus anciennes qui seraient apparues au Moyen-Âge. C'était un lieu de vie important, un lieu de commerce important. Entre chaque pilier, on avait des étagères sur lesquelles les commerçants déposaient leurs marchandises. Il faut dire qu'il se faisait beaucoup de commerce à Moutier, puisque les paysannes qui venaient vendre leurs poulets, leurs œufs, leur beurre, elles réinvestissaient immédiatement dans le commerce local. Elles achetaient des vêtements, elles achetaient du tissu, etc. Et il se faisait ces 2 ou 3 jours-là énormément de commerce à Moutier. Dans ce livre de 145 pages illustré par de nombreuses photos signées Denise Duvaux, Gérard Comaillot revient sur la grande histoire de sa commune, mais aussi sur l'histoire récente de cette dernière. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur la météo de ce vendredi. Les nuages seront toujours omniprésents sur la Vendée, mais le soleil devrait réussir à percer. Du côté des températures, elles sont encore très douces pour la saison, puisque le mercure grimpera jusqu'à 18 degrés dans le sud du département. Fanny Poirier vous en dit plus sur cette météo juste après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Ce vendredi, Grégoire de Châtillon vous donne rendez-vous dans Chemin de Traverse pour découvrir le petit musée scolaire de Fontenay-le-Comte. Vous pourrez y redécouvrir les classes d'antan avec le mobilier, les plumes et autres ardoises. Belle soirée et à demain.